Chapitre 5. Comment s'est formée la trinité du soleil, de la lune et de la terre, Osiris et Typhon. Nous avons essayé jusqu'ici de nous représenter les rapports qui existent entre l'évolution de la terre et celle de l'homme, afin de comprendre comment le passé de la terre et les événements de son évolution se reflètent dans la connaissance humaine au cours des civilisations post-atlantéennes. Nous avons décrit de ce point de vue les expériences profondes du disciple des rishis, et nous avons vu que ces expériences intérieures du néophyte représentaient sous forme d'images spirituelles, vues par la clairvoyance, les événements qui se sont passés sur notre terre, lorsque celle-ci renfermait encore le soleil et la lune. Nous avons vu aussi quel haut degré d'initiation le néophyte hindou devait atteindre pour arriver à se former ainsi une image du monde, image d'un passé très reculé. Nous avons vu également ce qu'avaient ressenti les Grecs lorsque pendant les campagnes d'Alexandre, ils prirent contact avec la spiritualité hindoue. Le prototype de l'homme contemplé en esprit, le Brahman des hindous, qui fut appelé plus tard Moa Brahma, que les Grecs nommaient Héraclès, nous avons essayé de nous le représenter comme la reproduction sur le plan de l'âme des faits qui se sont réellement passés autrefois. Nous avons vu déjà que les périodes suivantes de l'évolution de la Terre se répétèrent dans la civilisation perse, puis égyptienne. Aux initiés perses apparut sous forme de tableau ce qui s'est passé pendant la deuxième époque, lorsque le soleil se sépara de la Terre. Et ce qui se produisit à la séparation de la Lune devint vision et principe d'initiation chez les Égyptiens, les Chaldéens, les Babyloniens et les Assyriens. Pour pouvoir pénétrer profondément dans l'âme des anciens Égyptiens, il faut voir plus en détail ce qui se passa sur la terre, au moment où le soleil et la lune s'en séparèrent. Nous ferons abstraction des grands événements cosmiques et n'étudierons que ce qui s'est passé sur la terre même. Si nous reportons notre regard sur la Terre en son état premier, lorsqu'elle était encore unie au Soleil et à la Lune, nous n'y retrouvons pas nos animaux, nos plantes et encore moins nos minéraux. À l'origine, la Terre n'était habitée que par l'homme, n'était composée de rien d'autre que de germes humains. Il est vrai que sur l'ancien Soleil et sur l'ancienne Lune avaient été déposés les germes des plantes et des animaux, que ceux-ci aussi existaient dans la terre primitive, mais c'étaient encore des germes endormis qui ne semblaient pas pouvoir jamais éclore. Quand le soleil se mit en mouvement, alors seulement les semences d'où devaient sortir plus tard les animaux germèrent. Quand le soleil se fut complètement séparé de la terre, alors germèrent les semences qui devaient donner plus tard les plantes. Lorsque la lune commença à se retirer de la terre, il se forma peu à peu les germes des minéraux. Voilà ce que nous allons retenir. Regardons maintenant la terre elle-même. Lorsqu'elle contenait encore le soleil et la terre, elle n'était qu'une sorte de nébuleuse éthérique d'une immense étendue, renfermant les germes humains vivants et les germes endormis des autres êtres, animaux, plantes et minéraux. Aucun œil humain n'a pu percevoir ces êtres parce que l'homme n'existait encore qu'à l'état de semence. Ils n'avaient donc point d'yeux pour voir, c'est pourquoi ils ne peuvent devenir visibles que rétrospectivement pour le clairvoyant. La description que nous en faisons est supposée correspondre à la vision qu'aurait eue quelqu'un qui se serait trouvé à cette époque en un point quelconque de l'espace cosmique. Sur l'ancien Saturne également, un œil physique n'aurait rien pu voir. À ce temps, la Terre, en sa forme première, n'était qu'un brouillard vaporeux, dont seule la chaleur était perceptible. Au sein de cette masse de ce brouillard éthérique originel, se forma peu à peu une sphère vaporeuse et lumineuse qu'on aurait déjà pu voir, s'il avait existé à cette époque des êtres pourvus d'yeux. Et si on avait pu y pénétrer par le sens du toucher, on aurait eu l'impression d'un espace chaud, un peu comme la sensation que donne l'intérieur d'un four. Cette masse nébuleuse devint rapidement lumineuse. Et elle portait en elle tous les germes dont nous venons de parler.
Il ne faut pas commettre l'erreur de croire qu'il s'agit là d'un brouillard, d'une nuée, comme ceux que nous voyons aujourd'hui. Toutes les substances qui sont maintenant liquides ou solides s'y trouvaient alors dissoutes. Tous les métaux, tous les minéraux, tout était sous forme de vapeur, une vapeur transparente, lumineuse, un brouillard pénétré de chaleur et de lumière. Essayez de vous représenter que vous baignez là-dedans. Le brouillard éthérique était devenu un gaz lumineux. Celui-ci devint de plus en plus clair. Et c'est la condensation progressive du gaz qui augmentait la lumière, de sorte qu'à un moment, ce brouillard prit l'apparence d'un grand soleil qui rayonnait dans l'espace cosmique. Cela arriva réellement au moment où la Terre contenait encore le soleil, où elle était toute diaphane, et où elle rayonnait sa lumière dans l'univers. Cette lumière permit non seulement à l'homme de vivre sur la terre sous la forme qu'il avait alors, mais aussi aux autres êtres supérieurs qui, sans avoir un corps physique, sont liés à l'évolution de l'homme, les anges, les archanges, les archers, etc. Ceux-ci n'étaient pas seuls. Dans cette plénitude de lumière vivaient encore des êtres plus élevés qu'eux, les vertus, ou exousiaï, ou esprits de la forme, les dominations ou dynamis, ou esprits du mouvement, les principautés, ou kyriotétes, ou esprits de la sagesse, et ceux que l'on appelle les trônes, ou esprits du vouloir. Enfin, moins étroitement unis à cette sphère lumineuse, se détachant d'elle de plus en plus, les chérubins et les séraphins. La terre était un corps céleste, habité par toute une hiérarchie d'êtres inférieurs et d'entités sublimes. Et cette lumière qu'elle émettait dans le monde, dont tout son corps était pénétré, ce n'était pas seulement de la lumière, c'était aussi ce qui devait devenir plus tard l'objet de la mission terrestre. C'était la force de l'amour. L'amour formait la partie essentielle de cette lumière. Il faut donc que nous nous représentions que ce n'est pas seulement la lumière physique qui rayonne, mais que cette lumière est animée, spiritualisée par la force de l'amour. C'est une chose difficile à imaginer pour un esprit moderne. N'y a-t-il pas aujourd'hui des gens qui décrivent le soleil comme une simple boule de gaz, d'où s'échappe la lumière? C'est la seule représentation toute matérielle que l'on se fasse aujourd'hui du soleil, excepté, bien entendu, les occultistes. Celui qui lit de nos jours une description du soleil, telle qu'on la trouve dans les livres courants, ces livres qui sont la nourriture spirituelle d'êtres innombrables, n'a pas appris à connaître la nature véritable du soleil. Décrire le soleil ainsi équivaut à ne voir en l'homme que le cadavre. La description que donne du soleil la physique astronomique correspond à la réalité, au même titre que le cadavre, par rapport à l'homme, correspond à la réalité. Celui qui ne voit que le cadavre ignore ce qui est essentiel dans l'homme. De même, le physicien qui décrit le soleil ne le voit pas réellement, lorsqu'il croit en avoir trouvé les parties composantes par l'analyse spectrale. Ce qu'il décrit n'est que le corps extérieur du soleil. Chaque rayon de soleil émet vers tous les êtres terrestres la force d'entité supérieure qui habite le soleil. Et avec la lumière du rayon descend vers nous la force de l'amour. Cette force qui, sur la terre, rayonne d'un cœur à l'autre, d'un homme à l'autre. Le soleil ne peut pas n'envoyer à la terre qu'une lumière physique. Cette lumière contient ce qui forme aussi le sentiment d'amour le plus passionné, le plus intense. Avec elle se déversent sur la terre les forces des trônes, des séraphins, des chérubins, et de toute la hiérarchie des entités supérieures qui résident dans le soleil, et qui n'ont pas besoin d'autre corps que de la lumière. Tout ce qui se trouve aujourd'hui sur le soleil a été autrefois uni à la terre. C'est pourquoi tous ces êtres le furent aussi, et le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas que l'homme, qui était autrefois au dernier degré de l'échelle des êtres supérieurs, existait déjà à l'état de germe, enfant nouveau-né de la terre, porté et protégé par ces hautes entités, vivant en leur sein. L'homme qui vivait à cette époque avait, parce qu'il vivait encore dans le sein des entités divines, un corps beaucoup plus subtil. La conscience clairvoyante permet de percevoir,
que son corps n'était qu'une fine forme vaporeuse, un corps de gaz ou d'air, un corps tout pénétré, tout rayonnant de lumière. Imaginons une nuée de formes régulières, un peu comme un calice élargi vers le haut. Et voyons ce calice tout pénétré de lumière. Et nous aurons l'homme d'autrefois, qui commençait à cette époque à acquérir une conscience vague, telle qu'en ont les plantes aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que les hommes étaient à cette époque ce que sont les plantes aujourd'hui. Ils étaient comme de légères nuées, pénétrées de lumières et de chaleur. À forme de calice, aucun contour fixe ne les séparait de la masse terrestre tout entière. Telle était la forme humaine autrefois, un corps physique de lumière, participant encore à la force de la lumière. Grâce à cette finesse de corps, non seulement le corps éthérique, le corps astral et le moi, purent s'introduire en l'homme au début de son évolution, mais encore les hautes entités spirituelles purent descendre en lui. Autrefois, l'homme plongeait encore comme par des racines dans le monde des entités divines, et celles-ci le pénétraient. Il est vraiment bien difficile de décrire la magnificence de la Terre et de donner une idée de ce que fut cette époque. Il faut se représenter la Terre comme une boule diaphane, entourée de nuages rayonnants, de lumière, donnant naissance à de magnifiques jeux de couleurs. Si on avait pu étendre vers cette terre une main pour la tâter, on aurait perçu une impression de chaleur. Des masses lumineuses et chaudes peuplaient l'espace. Et dans ces masses se trouvaient tous les êtres humains d'aujourd'hui, enrobés, bercés dans le sein des entités spirituelles. Celles-ci émettaient à foison vers le dehors la lumière rayonnante. Au dehors, l'univers terrestre en sa variété immense, au-dedans, l'homme baignant dans la lumière, uni aux entités divines et spirituelles, d'où rayonnaient des flots de lumière vers les confins extérieurs. L'homme était attaché au sein lumineux de notre terre, comme par un cordon ombilical issu de la divinité. Dans le sein cosmique du monde vivait l'homme, la plante lumineuse confondue avec le manteau de lumière de la terre. Sous cette forme de plante vaporeuse, l'homme était porté et protégé par notre mère la terre, attaché encore à son cordon ombilical. Comme aujourd'hui, sous une forme plus matérielle, l'embryon de l'enfant est porté et protégé dans le corps maternel. Ainsi, reposait autrefois, dans des temps très reculés, l'embryon de l'homme dans le corps terrestre. Puis le soleil commença à se détacher, emmenant avec lui les substances les plus fines. Il y eut un temps où les hautes entités solaires abandonnèrent les hommes, où tout ce qui constitue aujourd'hui le soleil quitta notre terre, lui abandonnant les substances les moins spirituelles. En même temps que le soleil se séparait, la vapeur terrestre se condensa en eau, et l'on eut, au lieu d'une terre nébuleuse, une sphère terrestre liquide. Au milieu se trouvaient les eaux primitives, mais non entourées d'air. Lentement, les eaux se transformèrent en brouillard, denses, épais, qui devinrent de plus en plus fins. La terre de cette époque est donc une terre liquide. Elle contient des substances molles, entourées de brouillards qui s'allègent de plus en plus jusqu'aux sphères supérieures où ils ont la forme de vapeur très fine. C'est ainsi que se présente à nos yeux notre terre à ce temps. Elle s'était transformée et les hommes durent plonger leur forme gazeuse lumineuse dans ces eaux troubles, s'y incarner sous forme de masse liquide au sein de l'eau, comme ils avaient été auparavant des formes de gaz au sein de la masse gazeuse. L'homme devint une forme liquide, mais pas tout entier. Jamais l'homme n'a été plongé tout entier dans l'eau. C'est là un facteur important de l'évolution. Nous venons de dire que la Terre était entièrement liquide en son milieu, et que l'homme n'était qu'en partie une forme liquide. Il atteignait l'enveloppe de vapeur, de sorte qu'il était à demi liquide et à demi gazeux. En dessous, dans l'eau, l'homme n'aurait jamais pu recevoir les forces du soleil. La masse liquide était si dense que la lumière du soleil ne pouvait la traverser. Par contre, elle pouvait pénétrer un peu dans la masse gazeuse, de sorte que l'homme vivait en partie dans l'eau sombre, privée de lumière, et en partie dans la vapeur baignée de cette lumière. Quelque chose cependant était resté dans la masse liquide,
que nous allons décrire maintenant. Au commencement, la Terre n'était pas seulement lumineuse, rayonnante, elle était aussi musicale, et le son lui était resté. Lorsque la lumière l'abandonna, que l'eau devint sombre, elle resta intérieurement pénétrée par le son, et c'est le son justement qui donna à l'eau sa forme, comme on l'a observé d'ailleurs par l'expérience physique bien connue. Le son est une force formatrice. Il répartit et ordonne les parties d'un tout. Et c'est cette force qui a formé dans l'eau le corps de l'homme. C'est la force du son qui était restée dans la terre. Le son, la tonique qui résonne à travers la terre, a donné naissance à la forme humaine. La lumière pouvait pénétrer jusqu'à cette partie de l'homme qui dépassait la masse liquide. En bas, un corps liquide, en haut, un corps gazeux caressé par la lumière extérieure. Jusqu'auquel parvenaient les êtres qui s'étaient éloignés avec le soleil. Auparavant, lorsque le soleil était encore uni à la terre, l'homme vivait en leur sein. Désormais, ils envoyaient leur lumière rayonnante vers lui, le pénétraient de leur force. Mais n'oublions pas qu'après le départ du soleil, des forces étaient restées unies à la terre qui devaient se séparer d'elle, les forces de la lune. À cette époque donc, au moment où le soleil venait de se séparer de la terre, la forme humaine, semblable à un végétal, dut se plonger dans le corps physique, liquide de la terre. La forme qu'il prit alors, nous la retrouvons dégénérée, fixée dans les poissons. Les poissons sont les restes décadents des êtres humains d'autrefois. Imaginons un être semblable à un poisson d'or, aux formes extraordinaires de plantes, extrêmement mobile, mais plein de nostalgie parce que la lumière avait été enlevée de l'eau. La lumière n'était plus là, et son absence provoqua une très profonde nostalgie. Il y eut un instant dans l'évolution de la Terre où le soleil ne s'en était pas encore tout à fait séparé. On pouvait voir la forme humaine encore baignée de lumière, la partie supérieure se trouvait encore dans l'atmosphère solaire, la partie inférieure prenant déjà la forme qui s'est fixée dans celle des poissons. La moitié de la forme humaine vivait dans l'ombre. Elle était animée d'instincts très bas car dans cette partie résidaient les forces de la lune. Sans être encore pétrifiée comme l'est la lave sur la lune actuelle, elle était animée par des forces très obscures. Seules les parties les plus basses de l'astral pouvaient y séjourner. Mais en haut, la tête, pour ainsi dire, était une forme vaporeuse, pénétrée d'une lumière qui lui donnait sa forme, de sorte que l'homme était composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, nageant et planant à la fois. Il se déplaçait dans cette atmosphère vaporeuse. L'atmosphère dense de la Terre n'était pas encore faite d'air, elle était constituée par de la vapeur, non pas par de l'air qu'aurait pu traverser le soleil. La chaleur pouvait traverser cette atmosphère, mais la lumière, non. Le rayon de soleil ne pouvait caresser que la surface de la Terre. L'océan terrestre restait sombre. Dans cet océan se trouvaient contenues les forces qui, formant la Lune,